beaucoup de bonnes réponses. Je salue déjà toutes les personnes que je n'ai pas saluées aujourd'hui en salle et bien entendu au public qui est à distance. C'est vrai qu'on va beaucoup parler tertiaire, Xavier. On peut parler d'automatisme, d'intelligence. On a la chance chez Legrand d'avoir des produits qui vont dans des écosystèmes résidentiels et tertiaires. Aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique, les enjeux sont partout, mais c'est vrai qu'ils sont aussi particulièrement importants dans les bâtiments tertiaires. C'est pour ça que je vais concentrer une grande partie de ma présentation sur ces enjeux. Et je donne déjà le ton en parlant de ce quiz-là. Donc, comment s'appelle la célèbre gamme d'appareillage Legrand pour le tertiaire? A, brique, B, celtique, C, mosaïque et D, conique. On a quelques secondes. Allez, on va laisser 5 secondes au public pour voter. 4, 3, 2, 1, 0. Le public, Benjamin, c'est bon à voter. Allez, on présente les résultats. En majorité, mosaïque à 85%. Alors, Emmanuel, qu'est-ce qu'il en est? Après, ça peut donner des idées parce que c'est vrai que conique a quand même visiblement plu. C'est moi qui l'ai inventé hier soir. Donc, la bonne réponse est effectivement mosaïque. Bravo au public et bravo aux personnes ici présentes. C'est effectivement la bonne réponse, une gamme d'appareillage qui présente près de 200 fonctions en fait, pour le tertiaire. Donc, c'est une gamme iconique, pour reprendre le mot conique, de Legrand. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de stratégie RSE du groupe Legrand. J'y passe toujours un petit peu de temps, vous le savez, parce que c'est important avant de donner des leçons, c'est un grand mot, mais de dire et de donner un certain nombre d'indications pour comment rendre le bâtiment un peu plus vertueux. Il faut commencer par s'appliquer ses propres leçons à soi-même. Donc, Legrand a bien entendu à cœur de faire en sorte que sa propre stratégie intègre tous les messages ou une partie des messages que je vais vous donner. Ensuite, on va essayer de parler usage, parce que quand on s'adresse à un bâtiment, on ne s'adresse pas à des murs, mais on s'adresse à des vrais gens, avec 2 bras, 2 jambes et une tête, qui y vivent, qui le visitent, qui y travaillent. Donc, c'est important de s'adresser à eux et de voir quelles sont les choses qui peuvent leur apporter des réponses. Ensuite, on parlera un petit peu des piliers de l'efficacité énergétique, parce qu'il y a quelques points cardinaux qu'il faut essayer de suivre pour faire en sorte d'arriver à atteindre tous les objectifs que Raphaël a brillamment évoqués tout à l'heure. Et je ferai un tout petit focus sur le pacte décret tertiaire, mais ça a déjà été évoqué avec beaucoup d'intelligence et de pertinence précédemment. Donc voilà pour la démarche RSE de Legrand. Vous avez aperçu qu'on ne s'est pas levé hier matin en se disant « tiens, on va faire un peu de RSE parce que ça a l'air vachement à la mode ». C'est quelque chose que chez Legrand, on suit depuis très longtemps. En l'occurrence, on a adhéré au pacte des Nations Unies en 2007 et ça a représenté pour nous notre première feuille de route. On va démarrer la 5e feuille de route de notre stratégie RSE dans quelques semaines et on va commencer à s'évaluer puisque la première étape de neutralité carbone en 2022, on va en avoir les résultats à la fin de l'année. On verra si on a été plus vertueux en émissions carbone dans nos propres activités d'entreprise et on va bien entendu le publier. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'encore une fois, on ne veut pas donner des leçons sans se les appliquer à nous-mêmes. Et d'autre part, parce qu'en tant que membre du CAC 40, on est obligé de communiquer tous les 3 mois sur, d'une part, les résultats financiers et d'autre part, les résultats RSE. Donc voilà, et on s'est donné, alors je vais parler un petit peu de 2030 rapidement, on s'est donné 3 objectifs extrêmement ambitieux, mais on a également des objectifs 2050 qui sont particulièrement ambitieux parce que pour un industriel comme nous qui a plein de sites industriels partout dans le monde, on se veut neutre en carbone en 2050. Et ce n'est pas juste dire on sera neutre en carbone et rendez-vous en 2050 pour voir si on est bien au rendez-vous. On va bien entendu donner des preuves d'avancée de cet objectif-là chaque trimestre pendant les 30 années qui nous séparent de ça. Donc, il y a beaucoup de boulot. Nos 3 objectifs pour 2030, maintenant plus proches de nous, donc ça sera un premier point cardinal de l'avancée en question, ça sera d'agir pour le climat, fait qu'en 2030, essayer d'atteindre, à défaut d'être neutre en carbone, un objectif de moins 50% sur tous nos bâtiments industriels. Alors, pour rappel, juste en France, Legrand, c'est 22 sites industriels et à peu près 12 sites commerciaux et marketing. Donc, ça fait quand même pas mal de surface. Et voilà, sachez que le chiffre d'affaires de Legrand en Europe, c'est 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% ailleurs qu'en Europe. Donc, il faudra regarder tout ça pour être au rendez-vous de 2030 et de 2050 et bien s'assurer que tous les pays sont bien en ordre de marche. On voudra également promouvoir la diversité et également la diversité de genre, d'arriver à parité d'effectifs en 2030, donc 50% d'hommes, 50% de femmes, et s'assurer que dans les postes stratégiques,
peut m'arriver de prendre des tomates quand je donne ce chiffre-là, donc je fais attention, mais d'arriver quand même à ce qu'il y ait déjà un tiers des postes à forte responsabilité qui soient occupés par des femmes, avec l'objectif, bien entendu, que cette même parité de 50% soit pour les postes à responsabilité. On procède étape par étape, on avance et surtout on crée les conditions parce que pour avoir des femmes à des postes à responsabilité, encore faut-il que le vivier dans lequel on vient puiser soit également fourni. Et c'est ça donc on fait étape par étape pour arriver à ces objectifs-là. Et bien entendu, on sera au rendez-vous pour dire les résultats au moment où il faudra les dire. Voilà, donc on s'applique des leçons et les enjeux du bâtiment, c'est donc, comme je l'ai dit, répondre aux usages. Nos clients, Xavier, c'est vrai que souvent tu me fais la remarque, tu as beaucoup parlé de RSE, souvent me dit Xavier, mais c'est important de parler de RSE parce que nos clients, les endroits où atterrissent nos produits physiques sont également des gens qui sont tenus de répondre à des objectifs RSE eux-mêmes. Donc, le produit n'est pas là simplement pour faire joli, le produit est là pour répondre à des objectifs qui permettent de… Le produit n'aide pas vraiment à la diversité, je suis complètement d'accord, parce que mais le produit va aider à réduire sa consommation, à être plus pertinent, plus efficace, etc., etc. Et donc apporter des réponses qui aident nos clients donc, à apporter eux-mêmes leurs réponses par rapport à ces enjeux. Bien entendu, il y a des euros derrière, je ne suis pas naïf, donc c'est important également pour le bâtiment de pouvoir réduire la facture énergétique de l'occupant, du propriétaire, etc. De pouvoir valoriser également la production verte d'énergie, pouvoir la mettre en avant, la repérer, savoir quand elle vient, d'où elle vient, comment elle vient, à quelle heure elle vient, et de là pouvoir dire « mon bâtiment a été vertueux pendant telle ou telle période de la journée à hauteur de telle consommation ». Bien entendu, il y a des lois. Alors, on aimerait tous pouvoir se dire que le matin, on se lève en se disant on va être plus vertueux, mais parfois, il faut un gendarme aussi. Je pense que Raphaël, tu as parlé des décrets tertiaires, des décrets BAX, qui vont de toute façon obliger tout un chacun à réduire ses émissions. Réduire les émissions CO2, c'est également, bien entendu, des choses dont on parle tout le temps à la télévision. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur quelque chose de très important quand vous vous adressez à un investisseur, un propriétaire ou un property, c'est le bien-être des occupants, pour deux raisons principales qui sont beaucoup moins jolie et naïve que ce que je suis en train de vous exprimer. La première, c'est que vous attirez des talents et ça va être clé d'attirer des talents femmes et hommes si vous arrivez à afficher en tant qu'entreprise un certain nombre de critères vertueux, d'une part, et d'autre part, parce qu'on travaille mieux et la productivité est plus forte quand les occupants et notamment les salariés sont dans de bonnes conditions pour travailler, des bonnes conditions de température, des bonnes conditions de luminosité, des bonnes conditions d'ambiance. Donc, on ne pense pas à ça quand on pense à une boîte rouge Legrand dans les stocks de Rexel ou d'autres. On ne pense pas forcément à ces idées-là. Et pourtant, c'est bien à ces questions-là que les produits Legrand, entre autres, ont vocation à répondre. Alors, j'avais promis que je parlerais de produits, donc je ne vais pas mentir. Donc, la première chose, quand vous êtes dans un bâtiment, que vous êtes un exploitant, directeur technique ou autre, si vous vous dites « super, maintenant, je vais réduire mes consommations », vous avez besoin d'une chose, c'est comme dans une voiture pour savoir si vous avez besoin d'aller faire le plein, c'est d'avoir des indications qui remontent. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand vous êtes un exploitant, directeur technique, de vous dire oh, « mon Dieu, on ne parle que de ça à la télévision, par où je commence ?» Par où je commence, il faut quand même que j'ai une sorte de tableau de bord de choses qui vont me remonter de mon infrastructure électrique et numérique pour me dire « là, il faudrait que tu fasses des économies, c'est là que c'est énergivore ou c'est là que ça ne l'est pas ». Donc, mesurer d'une part, et puis arriver, une fois que j'ai les éléments qui me remontent, essayer de les répartir pour prendre des décisions qui vont me permettre de piloter l'énergie. Et c'est le deuxième plot, de pouvoir dire, je vais éteindre telle partie de l'immeuble, je vais condamner telle partie de l'immeuble, je vais faire telle ou telle chose qui va me permettre de répartir en fait mon énergie de la manière la plus simple possible. Et pour ça, il faut être en capacité de l'optimiser, parce que s'il faut vous envoyer à chaque fois quelqu'un pour éteindre les lumières ou condamner les prises, ou à chaque endroit que vous voulez, ça va être compliqué. Donc, il faut des éléments d'automatisme qui vont me permettre de dire, aujourd'hui, chers habitants du bâtiment, le 4e étage sera condamné, veuillez vous répartir dans le 1er, 2e et 5e, par exemple. Et enfin, pour tout ça, il faut une infrastructure électrique et numérique qui soit performante, courant fort et courant faible. Et de plus en plus, d'ailleurs, ce courant fort et ce courant faible sont des thématiques qui ont tendance à se rejoindre quand on parle PO, Power over Ethernet. Et donc, il faut de toute façon, dans les bâtiments modernes, une infrastructure qui a été pensée au départ, plus facile pour le neuf que pour la rénovation, mais il y a des solutions pour les deux, pour permettre d'avoir une infrastructure qui soit la plus performante possible. Voilà les 4 piliers, les 4 plots, pour lesquels je tiens à le dire, et ne voyez pas en ça un excès d'humilité, Legrand a des réponses sur chacun des plots, mais pas forcément
toutes les réponses. Celui qui viendra vous voir demain matin en disant avec ses gros bras musclés, moi, je suis le fabricant qui va tout vous résoudre de A à Z. Il y en a qui le disent, je ne les citerai pas par charité chrétienne, mais nous, chez Legrand, on pense qu'on a des réponses qui viendront probablement s'enrichir avec des partenaires qui vont proposer des services, des partenaires qui vont apporter du plus sur les produits Legrand existants avec leurs propres produits et ou services. Et je pense vraiment que c'est devenu un thème tellement compliqué, le bâtiment intelligent, le bâtiment vertueux, qu'il faudra s'associer et trouver des amis pour trouver des bonnes réponses. Et c'est ce à quoi, modestement, en tant que directeur des partenariats, je m'attache chaque jour. Alors, quand on veut mesurer et analyser, il y a un petit produit qui s'appelle le MDX Cube que vous voyez à gauche. Pardon pour le nom un peu barbare. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit compteur individuel. Vous savez, quand vous voulez savoir combien consomment vos bâtiments, vous allez au compteur général et vous aurez l'information. Et vous serez sacrément avancé parce que vous savez que votre bâtiment consomme tant, mais où est-ce qu'il consomme, combien il consomme, à quel moment il consomme, là, vous n'en savez strictement rien. Ce petit produit va vous apporter la finesse d'analyse. Vous en mettrez un par circuit si vous voulez. Je vous donnerai le prix tout à l'heure. Ou vous en mettrez un dans les circuits que vous soupçonnez être les plus énergivores. Et vous aurez ainsi des informations extrêmement fines qui vont vous arriver soit dans un écran Legrand. Pardon, Raphaël, on fait un petit peu de service parce qu'on a effectivement un système de supervision. Mais franchement, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est bien de vendre des produits et pas forcément le tableau de supervision. Il faut le vendre. Mais surtout, cette information-là sera suffisamment ouverte pour arriver dans n'importe quel tableau de supervision que le dirigeant du bâtiment tertiaire aura envie d'exploiter et pas forcément le Legrand, puisqu'il n'y aura pas forcément que des produits Legrand dans son bâtiment. Ne soyons pas naïfs. Donc voilà, ce petit comptage-là va vous donc permettre, c'est le premier plot, de mesurer, d'analyser le plus finement où sont les postes les plus énergivores. J'espère qu'en termes de timing, je ne regarde pas, mais que je suis encore bon. Je vois des regards qui commencent à être un petit peu inquiets, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, il va falloir bien entendu, comme je l'ai dit, piloter. Alors le pilotage, EMS, Energy Managing System, c'est des produits qui vont permettre, à partir de ces informations reçues, de faire ce qu'on appelle de la répartition de courant optimale en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4e étage, il n'y a personne, on coupe l'alimentation du 4e étage. On peut faire également ce qu'on appelle du délestage, c'est-à-dire hiérarchiser les différents circuits pour donner la priorité à un tel, puis à un tel, puis à un tel, avec un ordre de préférence. Ces produits sont intelligents et vont, selon la préférence qu'on aura donnée, selon les heures, etc., selon la décision de l'exploitant des lieux, couper tel ou tel endroit pour arriver au meilleur résultat possible. À une petite feinte, j'aime bien le dire parce que c'est une prise mosaïque, j'en ai parlé tout à l'heure de mosaïque, verte, zéro intelligence en tant que telle dans la prise, sauf que le directeur d'exploitation va mettre ces petites prises vertes, toutes ramenées à une gestion horaire, à un interrupteur horaire au tableau, et va dire à ses salariés ou à ses visiteurs, s'il vous plaît, pour tout ce qui n'a pas nécessaire d'être allumé en veille la nuit, etc., branchez-les sur les prises vertes, lesquelles étant ramenées à un interhoraire, seront coupées à partir de 8 h le soir et rallumées à partir de 6 h le matin. C'est une manière d'identifier en fait les circuits un peu sensibles qu'on aura envie de faire et vous trouverez bien entendu ces produits très facilement chez nos amis de la distribution. La gestion d'éclairage est alors l'éclairage n'est pas forcément l'endroit le plus énergivore du bâtiment, mais à force d'éclairage, plus éclairage, ça commence quand même à faire quelque chose. Allez à la Défense la nuit, levez la tête et vous ragerez avec moi, surtout s'il est 2 h du matin, de voir tous les étages tous allumés. Un détecteur de présence va regarder 2 choses. S'il y a quelqu'un, comme son nom l'indique, le niveau de luminosité qui est à l'extérieur et selon les apprentissages, les informations reçues par ce détecteur de l'un et de l'autre, va décider ou pas d'allumer la lumière avec toujours quand même pour l'occupant la possibilité de suppléer et d'allumer la lumière s'il a envie quand même d'allumer la lumière. Même si ce genre de choses-là sera de moins en moins possible dans le bâtiment futur, à mon avis. Et bien entendu, Legrand est tout à fait compatible, mais comme plein d'autres fabricants, avec des systèmes d'automation, notamment KNX, qui permettent également de faire des scénarios extrêmement intelligents au sein du bâtiment du Smart Building. Voilà, j'avance encore un petit peu vite. Le transformateur, c'est un élément extrêmement important. Comme son nom l'indique, un transformateur transforme le courant en haute tension, en basse tension, pour arriver en fait au niveau de l'immeuble. C'est souvent, s'ils sont mal réglés, des produits qui peuvent être extrêmement énergivores d'une part. Et alors, les notes sont très facilement réglables d'une part et en plus très finement réglables d'autre part. Et un transfo vert, en l'occurrence, n'a pas besoin non plus de liquide de refroidissement, de système de refroidissement. Ce sont des produits qui chauffent très fort et donc très énergivores. Donc, les nôtres, heureusement, se refroidissent à l'air ambiant. Des produits qui sont un petit peu chers à l'investissement, qui ont des ROI mesurés aux alentours de 2-3 ans, donc très intéressant. Un onduleur également qui permet d'assurer une continuité
de service. C'est dramatique dans un bâtiment d'avoir des coupures de courant. Ça endommage les appareils. Ça nécessite après de faire repartir toute l'installation, ce qui fait un appel de courant important. Donc, les onduleurs, notamment dans les hôpitaux, les écoles, etc., permettent d'assurer une continuité de service et sont des vrais vecteurs également d'économie d'énergie. Et je vous fais l'économie des batteries de condensateurs que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et enfin, pour tout ça, comme je l'ai dit, Xavier, il faut une infrastructure de bâtiment performante. Infrastructure courant fort, tout le monde sait ce que c'est. Infrastructure courant faible, les gens savent peut-être un petit peu moins ce que c'est, même si Philippe Bonny en a parlé tout à l'heure. Et peut-être qu'on attend un peu moins Legrand, c'est une erreur. Legrand est tout à fait spécialiste en VDI, qui est un terme un peu ancien, mais qui s'appelle voie donnée image, avec des baies de brassage, des noyaux RJ45, etc., etc. Et donc, on est aujourd'hui tout à fait pertinent pour innerver un bâtiment intelligent de courant faible. Et le courant faible, comme on le sait, permet des applications beaucoup plus fines que ne le permet le courant fort et un pilotage également beaucoup plus fin. Et dans le fait de devoir avoir une infrastructure la plus agile possible, c'est qu'on sait aujourd'hui ce qu'il y a dans un bâtiment tertiaire, on ne sait pas forcément ce qu'il y aura demain. Et tous les bâtiments en rénovation aujourd'hui qui vont arriver dans leur parking, toutes ces bornes de véhicules électriques qui vont augmenter bien entendu le courant d'appel nécessaire pour faire vivre le bâtiment, au plus ils auront été pensés agiles, au moins l'investissement sera fort. Je ne sais pas s'il y a des produits Legrand dans tous ces bâtiments existants, forcément pas tous, mais voilà, on a des solutions également pour la rénovation pour permettre d'être le plus agile possible et permettre ces nouvelles arrivées-là. Mais pour le neuf, ne ratons pas, bien entendu, l'occasion unique quand on construit quelque chose de faire une infrastructure qui soit la plus agile, la plus évolutive et la plus flexible possible. Voilà un petit mot. On a un pack décret tertiaire, nous aussi. Ça vient du marché, ça vient de nos clients. On visite des investisseurs, des property managers. Donc, ils nous ont demandé, mais Legrand, qu'est-ce que vous faites, vous, pour le pack décret tertiaire? Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, bien entendu, on les aide au cours de quelque chose de très commercial et habituel, de rendez-vous commerciaux. Mais pour les aider un peu plus en énergie management, on s'est associé, c'est du partenariat, avec je crois qu'il y a des Toulousains ou des proches Toulousains dans la salle, avec un bureau d'études toulousain qui s'appelle BEHI, qui nous aide, une fois qu'on a repéré la difficulté du client et qu'on a proposé nos produits, on laisse la place à un expert pour que celui-ci, au cours de plusieurs rendez-vous, puisse accompagner le client à mieux gérer son bâtiment tertiaire et à faire en sorte qu'il l'équipe des bons matériels et qu'il puisse ainsi être au rendez-vous des moins 30, moins 40, moins 50% au cours des 3 décennies à venir. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment j'ai performé, Xavier, en termes de timing. C'est excellent, excellent. C'est juste pile ou… Voilà, juste pile. Ah bah c'est parfait alors. Voilà, on peut applaudir Emmanuel. Merci Emmanuel pour cette présentation. Oui, c'est juste pile. Merci à toi pour tous ces éléments. Ce qu'on voit là finalement, là on parle du bâtiment intelligent, c'est la thématique globale de cette réunion. C'est qu'on parlait de smart building, ça faisait quelques années, mais là finalement on se dit on est au pied du mur à la fois sur 2 sujets. Il y a les décrets BACS, il y a le décret tertiaire, donc des choses qui obligent, une réglementation qui oblige à passer au bâtiment intelligent. Et puis, il y a le choc énergétique qui nous dit il faut mesurer, piloter. Bon. Et donc, le bâtiment intelligent, c'est devenu une obligation maintenant. Avant, on en parlait avec quelque chose un côté un petit peu prédictif, en espérant, il y avait aussi un wishful thinking, comme on dit en anglais, en espérant qu'à force d'en parler, les choses adviennent. Je parle de ça maintenant il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les gens demandent de l'intelligence parce que c'est une nécessité légale d'abord, c'est une nécessité de bien-être, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis pas qu'en France, Xavier, je crois que tous les pays, plus ou moins maintenant, se mettent en ordre de marche pour demander, faire des cadres de loi qui obligent. Donc maintenant, c'est le smart building. Alors on peut parler de bâtiments intelligents si on n'aime pas les anglicismes, mais il faut y aller, il n'y a plus de choix et c'est génial parce que ça donne des perspectives extraordinaires, comme l'a dit Emmanuel Gravier tout à l'heure, à tous les intégrateurs électriciens, et modestement à toute notre filière. Si on regarde les produits que tu as présentés, en tout cas la logique que tu as présentée, là plutôt pour le tertiaire, est-ce qu'elle vaut également dans le collectif, dans le logement collectif? Déjà, je te remercie. Chez les bailleurs sociaux? Je te remercie de m'avoir posé la question parce que j'avais oublié, alors que je m'étais dit que je ferais une allusion. Donc, je te remercie. Oui,
on a bien entendu toutes les solutions de pilotage de la lumière, de pilotage des volets. Le volet est un élément extrêmement important dans le résidentiel. On l'oublie parfois, laisser rentrer la lumière l'hiver et au contraire l'empêcher de rentrer l'été. Ce sont des éléments qui permettent de réguler l'énergie et de l'économiser. Donc oui, on a des solutions. On va appeler ça logement connecté, appeler ça smart home, appeler ça domotique, appeler ça comme vous voulez. Mais on a depuis très longtemps des produits qui permettent aux occupants et aux exploitants dans le cadre de bailleurs sociaux d'économiser notablement de l'énergie. Et je ne parle pas, vous aviez bien entendu tous les éléments de thermostat, je pourrais t'en parler, thermostat, voilà, sortie de câbles connectés, etc. Tout ce qui permet de piloter son énergie de manière fine et la plus fine possible. On peut applaudir Emmanuel et le remercier pour sa présentation.